Vous écoutez l'affaire Clearstream, deuxième partie. En 1984, Jean-Louis Gergorin décide de quitter le CAP. Il sait que le futur se construit à l'échelle de l'Europe, dans cette zone grise qu'est l'industrie de la défense. Il trouve sa place dans le groupe de Jean-Luc Lagardère, Matra, le fabricant de missiles. Ça a été vraiment un changement de vie, parce que le Centre d'analyse de prévision avait, Pierre, vous le savez bien, un certain succès médiatique. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Donc, effectivement, quand je suis parti chez Matra, je me souviens que Jacques Amalric a fait un petit entrefilet, un petit article dans Le Monde sur le rôle que j'avais joué, etc. Enfin, j'étais un petit peu dans l'environnement des gens qui comptaient en politique étrangère, en doctrine de défense, etc. Et là, je suis vraiment complètement replongé, pendant pas mal d'années, si vous voulez, je me suis immergé dans l'industrie. Lorsqu'Imad Laoud rencontre l'ancien diplomate, devenu le stratège du groupe EADS, il sait parfaitement qu'il est face à un homme au fait de sa puissance. L'ancien trader joue ce jour-là son destin. Alors Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs, pas de malhonnêteté, je veux servir mon pays, je me souviens toujours, la France est mon pays, je veux servir mon pays. Il a dit ça avec beaucoup de force, je veux servir mon pays. Ça, je me souviens encore de cette phrase. Et donc, de façon assez elliptique, mais enfin quand même, il m'a dit qu'il a géré dans les années 90 des comptes de la famille Ben Laden, mais qu'il ne sait pas très bien à qui s'adresser dans les services. Est-ce que c'est la DST, est-ce que c'est la DGSE, me dit-il, et qui peut l'introduire. Et Marouane aurait dit, mais c'est pour ça qu'on voulait un peu te demander ton avis, parce que tu connais un peu ces gens-là, etc. Un des plus gros clients de la banque pour laquelle je travaillais, qui était la banque américaine Merrill Lynch, était la famille de Ben Laden. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Qui est une famille extrêmement honorable. Quand on sort l'élément singulier qu'est Oussama Ben Laden de la famille, c'est une famille extrêmement honorable en Arabie Saoudite. C'est des entrepreneurs, ils ont plusieurs types d'activités, dont une activité financière qui gère en fait le fonds de pension de la famille. Et ce fonds de pension, en fait, était un de mes clients. Et donc, l'idée de Jean-Louis Gergorin, c'était de travailler entre la DST et la DGSE pour les éclairer sur les mécanismes financiers de cette famille. Et donc voilà, c'est Jean-Louis Gergorin qui m'entraîne et qui me prend rendez-vous avec le général Rondeau pour la première fois. Dans cette période post-11 septembre, alors que les services du monde entier traquent le plus grand terroriste de l'histoire, la promesse de Laoud fait de lui un homme important. Après avoir utilisé son frère Marouane, séduit Jean-Louis Gergorin, il va rencontrer le général Rondeau, celui que l'on surnomme le maître espion français. En près de 40 années dans les services de renseignement, le général Rondeau a construit sa légende dans les carnets secrets de la République, de Bucarest à Washington, de Khartoum à Kaboul, de Paris à Beyrouth, de Bagdad à Moscou. Avec l'explosion de l'affaire Clearstream, on découvre le visage émacié du général de division, âgé de 70 ans, Saint-Cyrien, ancien commando parachutiste et docteur en sociologie. Il a un profil extraordinaire, Rondeau. Il est d'abord, c'est un intellectuel qui rentre après dans un service secret, mais dans le service action. Pierre Péan, journaliste. Donc, un intellectuel action, déjà. Action, c'est les opérations... Mais les opérations spéciales. Le service action, c'est le bras armé de la DGSE, qui elle-même, la DGSE, c'est grosso modo le bras armé de la France. C'est quand il le faut, il y a des opérations spéciales qui sortent de la légalité apparente pour aller, y compris, de déstabiliser un pays, tuer un chef d'État, piquer des documents. Disons, le service action, c'est l'illégal légitimé par la raison d'État. Le général Rondeau entre en 1965 dans les services spéciaux. Il est officier au service action du SDEC, l'ancêtre des services de renseignement extérieur français. Chef de poste en Roumanie, en 1975, les services le perdent de vue 3 jours durant, alors qu'il doit rendre compte de son emploi du temps heure par heure. On le soupçonne d'avoir été retourné par la Securitate, on l'interroge. Il n'a rien pour se justifier.
il est débarqué des services spéciaux. Depuis, il consigne tout ce qu'il fait dans des carnets secrets. Carnets qui deviendront la pièce maîtresse du procès Clearstream. Il est soupçonné de trahison et vidé du SDEC. Et donc il va être récupéré, c'est très important pour comprendre l'amitié entre Gergorin et Rondeau, il va être récupéré par le CAP, par Jean-Louis Gergorin. Gergorin va participer à une nouvelle enquête pour dire que tout ce qui avait été, toutes les accusations portées contre Rondeau étaient fausses. D'où le lien fort entre Gergorin et Rondeau. Et il se trouve qu'en février 1979, je suis devenu le patron du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, et je me suis dit que Rondeau pourrait être une recrue intéressante sur le monde arabo-islamique, où il avait visiblement une compétence considérable. Et donc je l'avais recruté. Nous sommes tout à fait proches, il fait partie de mon équipe, dont font partie au même moment différentes autres personnes, dont Dominique de Villepin d'ailleurs. La mayonnaise prend très bien, et in fine, Philippe Rondeau rencontre Yves Bonnet, directeur de la DST, que je connaissais également, qui lui demande s'il peut travailler à temps partiel pour la DST. Donc il va faire après une carrière aux côtés de la DST, ça ne s'est jamais vu. Quelqu'un en plus qui a été considéré à un moment comme un blanchi, et qui devient le principal conseiller ou un des principaux conseillers de la DST. Il y a pas mal d'attentats qui... Vanessa Ratignier, journaliste. Qui ensanglantent Paris au début des années 80. Et c'est vrai que Rondeau est un personnage clé. Et je pense que c'est le personnage qui, à l'intérieur de l'appareil d'État, connaît le mieux les véritables menaces secrètes contre la France, à partir du milieu des années 80, les menaces terroristes contre la France. C'est celui sans doute qui est capable de le plus d'analyser, que ce soit les menaces iraniennes, que ce soit les menaces du Hezbollah, les groupes pro-palestiniens, les Abu Nidal, les Carlos et ça, c'est sans doute le meilleur connaisseur de tout ça. La longue carrière de Philippe Rondeau est faite de coups d'éclat. La libération d'otages en Libye et au Liban, le démantèlement de réseaux terroristes à Paris, l'arrestation de Carlos en 1994. Mais Philippe Rondeau a aussi ses regrets. L'échec de la libération des moines de Tibérine, la traque ratée des criminels de guerre serbes. Après cette longue carrière, le gouvernement Jospin lui crée un poste sur mesure, conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Après avoir servi sous Alain Richard, il conseille Michel Alliot-Marie. Donc pour moi, Rondeau était l'expert par essence qui allait pouvoir savoir où fallait orienter Imad Laoud, ce qu'il fallait en faire. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Je lui dis, c'est le frère de Marouane, ça me dit quelque chose, j'ai dû rencontrer le père, ça me dit quelque chose, faites-moi passer un CV. Je vais le cribler, je me souviens, il me dit ça quelque part en novembre. Et vous faites quoi, vous, du coup? J'attends, vous savez, je retrouve un peu goût à la vie, je renoue avec ma famille, mon fils qui avait 4 mois quand j'ai été incarcéré, je vais chercher les enfants à l'école, je réfléchis, j'essaye, et puis j'attends. Le vice-président exécutif de l'ADS me propose de m'aider, je me dis, bon, c'est pas gratuit, s'il l'a fait, c'est qu'il a un job à me proposer, donc j'espère. En décembre, je pense, Marouane m'en reparle. Alors je crois qu'Imad a voulu chercher à me joindre, mais sans succès. Mais Marouane m'en reparle en me disant, tu sais, il est vraiment convaincu que ces renseignements peuvent être très utiles, où est-ce que tu en es, etc. Je lui dis, écoute, j'en ai reparlé à Rondeau, je vais lui en reparler. Et effectivement, je revois Rondeau début janvier, et Philippe Rondeau dira après, d'ailleurs notamment lors du procès Clearstream, qu'il avait demandé conseil à un de ses amis libanais, très très introduit dans le milieu du renseignement moyen-oriental, qui lui avait recommandé Imad Laoud. Bien entendu, il s'est renseigné sur moi, il avait quelques personnes auprès de qui me connaissaient, des personnes qui ont travaillé dans le renseignement au Liban et qui sont des camarades de promotion de mon père à l'école militaire. Il s'est renseigné auprès d'eux, ça donc il me l'a dit plus tard, et donc il m'a bien, comme on dit dans le jargon des services, il m'a criblé à l'époque, oui bien sûr, oui. Vous savez auprès de qui il s'est adressé? Je sais mais je ne vous le dirai pas.
Bon, c'est Johnny Hebdo, je suppose, c'est son C'est ce qui est parrain. le plus probable, ouais. C'est ce qui est le plus probable. Pierre Péan, journaliste. C'est un ancien patron des services secrets libanais, c'est un ancien ambassadeur du Liban en France, c'est un personnage très très important. Rondeau, sa spécialité, c'est le Proche-Orient, mais surtout à partir du Liban. Donc, au fond, il a criblé le personnage par rapport à des gens qu'il connaissait. Ces gens qu'il connaissait, c'est grosso modo de la famille, de tout ça. Donc, on voit bien aussi ça montre encore la fragilité de système, même avec des gens qui l'ont fait de bonne foi, qui sont des spécialistes. Mais on s'aperçoit aussi que même les spécialistes peuvent se tromper. On a quand même un phénomène qui est très particulier avec Imad Laoud. À chaque fois qu'il pénètre un nouveau cercle de pouvoir, il bénéficie finalement d'une caution. Il me fait penser à des grands espions, qu'ils soient du KGB ou de la CIA, alors qu'il est tout seul. D'habitude, les grands espions, ils ont derrière toute une machine, ouais. Des grosses machines. Lui, il est tout seul. Mais l'une des questions quand même d'Imad Laoud, c'est est-il vraiment tout seul tout le temps? Mais le problème, même au moment de la prison. Le jour où une affaire, il n'y a plus de point d'interrogation, c'est un de ceux que tu poses, il n'y a plus d'affaire. Et donc, ce qu'il y a de bien dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un personnage qui est finalement très romanesque, dont on ne comprend rien de ce personnage. Et ça, c'est un des éléments intéressants de cette affaire aussi. C'est un mystère. Quand justement vous allez voir pour la première fois le général Philippe Rondeau, vous savez qui vous allez voir? Non, mais pas du tout. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Je ne savais pas que c'était, soi-disant, le maître espion qui, pour moi, plus tard, allait s'avérer être quelqu'un de très décevant. Moi, je m'attendais à voir un militaire en uniforme, etc. Et bien, pas du tout. Je vois un homme en civil, d'un certain âge, très gentil, qui ressemble en vieux à Mr. Bean. Les grands manipulateurs ont un point faible. Le mépris pour ceux qu'ils trompent leur fait sous-estimer le danger de leur position. La manipulation, la belle, la vraie, a quelque chose de l'œuvre, mais elle peut être fatale. J'ai voulu jouer avec eux. Je ne dis pas j'ai accepté de jouer avec eux, je dis j'ai voulu jouer avec eux, parce que je suis joueur, et on m'a pas forcé, enfin on m'a pas menacé en me disant si tu ne joues pas avec nous, tu vas retourner en prison, ou... Non, on me l'a naturellement proposé. Alors peut-être ils avaient, dans le fameux criblage qui a été fait, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il est un peu fragile à ce moment-là, il est joueur, il est un peu regardant, si je peux dire, et donc voilà, c'est la bonne recrue pour telle opération. Mais en tout cas, j'ai volontiers voulu jouer avec eux. Et alors, parfois ils ont été plus forts, parfois j'ai été plus fort, et finalement, on a tous perdu. Pour l'heure, 4 mois après sa sortie de prison, tout fonctionne parfaitement pour Imad Laoud. Je ne sais pas qui, au final, a manipulé l'autre. Est-ce que Philippe Rondeau m'a manipulé ou est-ce que c'est moi qui ai fini par le manipuler dans cette affaire? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est encore partagé. Mais en tout cas, si Philippe Rondeau a cherché à me manipuler pour me faire des choses, il a réussi puisque j'étais complètement séduit à l'époque. Formidable tour de passe-passe. En joueur averti, Laoud manie l'art de brouiller les pistes. La vérité, il faut la chercher ailleurs, dans un document officiel. Dès ses premiers contacts avec Laoud, le général Rondeau rend compte à sa ministre, Michèle Alliot-Marie. Objet, opération Oussama Ben Laden. Sur la recommandation d'une de mes sources arabes, activée dans le cadre de la lutte antiterroriste, j'ai eu un contact, le 15 janvier dernier, avec une personne qui souhaitait me donner des informations très sensibles sur les structures financières d'Oussama Ben Laden. La personne en question avait été l'un des conseillers financiers d'Oussama Ben Laden, et il connaissait, jusqu'à une date récente, les montages que celui-ci avait réalisés pour faire fructifier sa richesse. Elle avait été en contact direct avec Oussama Ben Laden plusieurs fois, la première remontant à février 2001. Elle était disposée, sans aucune contrepartie, mais ses motivations sont assez complexes,
à nous dévoiler la partie des structures financières dont elle avait connaissance, documents à l'appui. Considérant que j'étais incapable techniquement de recueillir et d'évaluer ces renseignements, j'ai organisé une rencontre avec le général Dominique Champsiot et Alain Juillet le 17 janvier, à l'occasion d'un dîner où avait été convié mon informateur. Donc, il y a ce dîner chez Tante Marguerite. C'est un dîner assez impressionnant dans la mesure où j'y allais sans savoir à qui j'allais avoir affaire. Je savais que le général Rondeau était là et ils avaient loué un salon privé. Et donc il y avait trois personnes. Il y avait Philippe Rondeau, il y avait à sa gauche le général Dominique Champsiot qui était directeur de cabinet de Pierre Brochand, donc le directeur général de la DGSE. Et en face de Philippe Rondeau, il y avait Alain Juillet qui était à l'époque à la DGSE. Il était quoi déjà ? Il était patron du renseignement. Donc on peut quand même estimer que je n'ai pas affaire à des bras cassés. Donc c'est trois grands pontes du renseignement, et donc là, il me questionne, il me pose plein de questions, des questions qui à l'époque me paraissaient totalement anodines, certaines farfelues même à l'époque, où je me disais mais je comprends pas pourquoi on me pose ça. Mais Quoi comme question farfelue de la part de trois pontes du renseignement? Du style, est-ce que vous avez une idée où se trouve Oussama Ben Laden? Dans sa note du 20 janvier 2003 à Michel Alliot-Marie, le général Rondeau poursuit ainsi. Les données livrées par ce dernier ont facilement convaincu les représentants de la DGSE que nous avions devant nous non seulement une source d'une qualité exceptionnelle, mais également un expert de très haut niveau, susceptible d'analyser, voire de pénétrer ce monde trouble de la haute finance. Naturellement, la DGSE et moi-même, bien conscients que l'on ne doit pas s'engager dans une opération dont les tenants et les aboutissants peuvent, en partie, nous échapper, en entraînant des conséquences politiques dommageables, ne serait-ce que dans les complexes relations franco-libanaises, nous prenons toutes les précautions pour exploiter le filon Mahdi, sans donner prise à une possibilité d'instrumentalisation ou de manipulation de sa part. C'est quoi l'enjeu pour vous, ce dîner-là? Qu'est-ce qui se joue pour vous? L'enjeu pour moi, il est retrouver du travail. Ni plus, ni moins. À ce moment-là. Quand on entend une réponse comme ça, c'est assez déstabilisant. Vanessa Ratignier, journaliste. Et du coup, soit effectivement, il sort de prison et il cherche juste du boulot et il a une opportunité de travailler dans les services de renseignement comme il aurait travaillé finalement dans n'importe quelle boîte. Enfin, est-ce qu'il fait ça pour se réhabiliter auprès de sa famille? Est-ce qu'il fait ça juste pour continuer à jouer, s'inventer une nouvelle vie, une vie d'espion après ça? Mais attends, pourquoi tu mets soit? Au fond, notamment les personnes intelligentes, tu peux pas les réduire. Pierre Péon, journaliste. Tu peux pas, on n'a pas une motivation. On voit bien que c'est multiple. Il a plein de choses dans la tête. C'est quand même assez particulier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on retrouve chez lui la volonté de se refaire, la reconnaissance sociale, le besoin de vengeance, l'amour du jeu. Il faut que ce soit un personnage compliqué pour être au centre d'une telle affaire. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas analyser de façon rationnelle. Et donc, il faut le prendre dans son ensemble et surtout pas de chercher à le disséquer. Donc, finalement, le dîner touche à sa fin, donc avec Général Rondeau, et donc, Dominique Champsiot, Alain Juillet. Je suis recruté et je suis clandestin. Dans les semaines qui suivent, Imad Laoud est adressé à un agent secret de la DGSE, un homme qui a pour nom de code Antoine. Celui-ci devient, selon le terme consacré dans les services, l'officier traitant d'Imad Laoud. L'homme verra Laoud clandestinement et régulièrement, afin que celui-ci livre les informations dont il dispose. À chaque entrevue avec Laoud, Antoine rédige des comptes rendus. Le 24 février 2003, Imad Laoud déclare avoir rencontré à 3 reprises Oussama Ben Laden, qu'il décrit comme un individu un peu simple d'esprit, mais très méthodique, ne pouvant rivaliser sur le plan financier avec ses demi-frères, notamment Yeslam. Imad Laoud déclare avoir mis à l'abri au Liban chez sa mère et 2 de ses amis d'enfance des documents relatifs à des opérations financières réalisées pour le compte des réseaux Ben Laden. Il propose, sans contrepartie, de les remettre au service.
Antoine précise que cette entrevue a lieu le 3 février 2003 dans le bureau du général Rondeau au ministère de la Défense de 15h à 16h45. Si Imad Laoud réussit à convaincre Rondeau, Pierre Péon, journaliste. c'est que Rondeau, il a beau être une extraordinaire mécanique, intellectuelle et un des meilleurs connaisseurs, il a aussi un ego, quelque chose à trembler d'excitation à l'idée qu'il serait peut-être dans le monde celui qui capturerait Ben Laden, ou en tout cas qui aurait participé à la capture de Ben Laden. Et ce que fait Imad Laoud, c'est de vendre ça à la France et de vendre ça à son représentant, qui est Rondeau. Un chef n'est jamais en rapport avec une source, jamais, parce qu'il faut toujours prendre de la distance, il faut toujours croiser. Eh bien, il prend le risque. Pourquoi Rondeau prend le risque? Mais voilà, c'est pas n'importe quelle source aussi. Elle est oui. présentée par Jean-Louis Gergorin. Oui, mais c'est cette sûr. source, c'est le frère de Marwan Laoud. Elle est crédibilisée par beaucoup de monde, mais c'est plus encore que cette crédibilisation par des personnages importants, c'est aussi qu'on lui propose Osama Ben Laden. C'est facile finalement d'intégrer l'espionnage français? Écoutez, à l'époque, voilà, j'en sais rien. Moi, ça s'est fait comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas. Même la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, pense peut-être déjà aux bénéfices à retirer d'une telle promesse. Une piste solide sur Ben Laden scellerait la réconciliation avec l'Amérique de Bush, alors engagée en Irak, et à qui la France a dit non. Trader à Londres, gestionnaire de fonds de pension à Paris, détenu à la santé et désormais agent secret pour les services, Imad Laoud patine son art. L'amour du jeu, le goût du risque et l'adrénaline le portent toujours plus haut. Et le mensonge prend si bien que le général Rondeau demande à Gergorin de fournir à Laoud un travail et un salaire chez EADS. Autrement dit, une couverture. C'est quand même pas illégitime, c'est un sujet majeur, l'antiterrorisme, etc. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Donc je reçois Imad Laoud, qui me parle beaucoup, qui me dit tout de suite, qui me remercie, qui me dit tout de suite qu'il a vu la DGSE, et qui se met à me parler énormément. Je veux dire qu'il me bluffe, il me donne le sentiment qu'il est déjà totalement à l'aise à la DGSE. Je petit déjeune avec Jean-Louis, hystérique, 15 minutes, montre en main, il bouge dans tous les sens, etc. Et là, il me dit, bon, combien il vous faut? Pardon? Combien il vous faut? Je lui dis, écoutez, voilà, bon, peut-être 3 000 € par mois. Bon, ok, très bien, je vous en donne 5 000 hors taxe. Merci. Et voilà, j'ai un contrat de 5 000 € hors taxe. Donc me voilà, pour résumer la situation, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS, qui en fait me paye pour pouvoir subvenir à mes besoins et donc travailler pour le bien de l'État français. Voilà. Le traitement opérationnel d'Imad Laoud par la DGSE peut maintenant commencer. Nous sommes le 26 février 2003. L'officier Antoine rédige son premier compte-rendu de terrain. Déroulement chronologique. 15h. Arrivée de l'officier traitant au point de rendez-vous, place de la Madeleine. 15h05. Imad Laoud se présente au point de rendez-vous, au volant de son véhicule personnel. 15h08. Arrivée au parking souterrain des Galeries Lafayette. 15h10. Début des entretiens. Ambiance détendue. Imad Laoud était de bonne humeur en raison des perspectives professionnelles qui se dessinent et s'est excusé du ton professoral lorsqu'il explique les montages financiers. Sujet traité. Récupération des documents à Beyrouth. 16h10. Rupture du contact. Départ d'Imad Laoud. 16h15. Départ de l'officier traitant. Dans la cartographie que je devais réaliser pour la DGSE, il y avait, on va dire, deux parties. Il y avait la description des opérations financières dont j'ai eu à connaître pour la famille Ben Laden, c'est-à-dire le fonds de pension qui s'appelait Globe Investment Limited, d'accord, qui gérait en fait la fortune familiale. Et puis l'autre partie, essayer de récupérer des intitulés de comptes bancaires de Merrill Lynch
par lesquels Merrill Lynch a compensé des opérations financières. Pour pouvoir exploiter les documents qu'il dit posséder au Liban, Laoud doit suivre la circulation de l'argent des Ben Laden de banque à banque et de pays à pays avant le 11 septembre 2001. Or, un organisme interbancaire avec lequel Laoud a travaillé lorsqu'il était trader conserve la trace de toutes les transactions effectuées par les banques entre elles dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. Elle est basée au Luxembourg. Elle s'appelle Clearstream. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.